après arrivent les programmes, qui est là aussi, on va aller un peu plus loin dans l'identité, parce que là, c'est en quelque sorte une identité, on a posé le nom et le prénom, mais maintenant, il y avait quelques caractéristiques, il fallait dire, oui, bien d'accord, vous êtes là maintenant, mais qu'est-ce que vous y faites? Qu'est-ce que vous faites? Donc, il fallait aller plus loin il fallait dire ce que l'on faisait, et pas simplement, voilà. Oui, donc, je dis, bon, passer cette phase, on pourrait dire, de dire, voilà, nous sommes à l'éducation, comme toutes les autres disciplines. C'est pour ça que le texte de la commission verticale a insisté évidemment sur les finalités et sur les objectifs. Comme les autres disciplines, nous enseignons pour développer des potentialités, des ressources chez l'individu, qui sont physiques, mais aussi dans l'espèce de l'unité de l'individu, qui sont... bon. Voilà. On est là pour transmettre une culture, on est là pour une utilité sociale. Les trois grandes finalités, nature, culture et société. Voilà. On l'a longuement développé, et pour nous c'est indissociable, et on ne peut pas jouer les uns contre les autres, c'est nature, culture et société, et on est là, et toutes les disciplines, que ce soit les mathématiques, etc., jouent le même jeu. Et donc nous, on l'a longuement développé, alors que pendant ce temps, les autres disciplines ne le faisaient pas, parce qu'on ne leur demandait pas. Ils étaient déjà à l'éducation, ils étaient déjà là pour ça. Donc, et nous, on a beaucoup rajouté, au point où même on nous disait, écoutez, vous êtes un peu dans le pathos avec vos trucs, là, tout le temps de rappeler que l'éducation physique c'est important. Oui, c'est important. Mais deuxième partie, maintenant, bon, allez, vous êtes comme les autres. Mais maintenant, qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas tout à fait comme les autres? C'est-à-dire que vous participez à votre... Quelle est votre originalité? Quels sont vos contenus? Qu'est-ce que vous y faites que les autres ne font pas? Donc c'est le problème des programmes. Bon, alors là, donc c'est plus du tout la commission verticale, c'est le groupe technique disciplinaire accordé au Conseil national des programmes qui va diriger l'élaboration des programmes progressivement. Et alors là, on découvre beaucoup plus de difficultés, de problèmes. D'abord, un petit problème, c'est là que je me suis aperçu chemin faisant, mais là c'est peut-être un peu trop tôt pour le dire, c'est que j'ai découvert à ce moment-là une sorte de logique d'administration du ministère que je ne connaissais pas, c'est-à-dire la distinction du primaire et du secondaire. Et que c'était deux mondes à part et qu'il ne fallait pas jouer. Moi, naïvement, partant des réflexions générales sur l'éducation, pensant que l'éducation physique était très importante au niveau des plus petits, parce que beaucoup de choses sont jouées, et que justement, notre idée c'était que peut-être il y avait une évolution dans les apprentissages et dans les pratiques et dans l'éducation qui aille des choses, on pourrait dire, plus fondamentales, plus polyvalentes, à une progressive spécialisation, à une sportivisation peut-être plus tardive, une éducation au sens de notre histoire, une éducation motrice chez les plus petits, alors qu'on allait vers une éducation plutôt sociale par l'intermédiaire d'une culture sportive vers la fin. Et je me suis aperçu que non, il ne fallait pas jouer et que je n'étais pas du tout mandaté à m'occuper de ce qui considérait le premier degré. Ça m'a beaucoup surpris parce que, du même coup, ça faisait quelque chose qui n'avait plus de cohérence, quoi. Bon. Mais on pouvait s'entendre avec ceux qui, après, vont être sollicités pour faire le premier degré. Mais la liaison premier degré, second degré a toujours été problématique. Pas la même état d'esprit, l'unicité du maître, le spécialiste, une histoire, une tradition qui... Bon, ça a été un petit problème que la profession n'a pas trop vu, mais ça nous a obligés aussi, et moi je pense à tort, de nous polariser trop sur on a fait une éducation physique du second degré, quoi. Comme si elle commençait au second degré. Sans trop savoir ce qui se passait avant, intervenant extérieur, formation ou pas, bon, donc quelque chose qui est pas cohérent. Bon, laissons ça de côté, mais j'ai découvert ça en cours de route finalement, et de façon assez, ça m'a gêné. En tout cas pour ce travail. Alors donc les programmes, alors autre problème immédiat, c'est que à y réfléchir, et c'est pour ça que à la commission verticale, on avait abordé la question des programmes à partir de l'analyse justement de comment on passe finalement des grandes finalités, des grands objectifs de l'éducation à leur évaluation. Et comme on ne peut pas évaluer
spontanément des grands thèmes comme l'intelligence motrice, comme le savoir-être, comme apprendre à apprendre, des thèmes aussi vastes et aussi généreux. Il faut bien passer par des objectifs plus concrets, qui sont supposés être les indicateurs des objectifs plus généraux. On n'évalue pas l'éducation, on évalue des apprentissages qui sont supposés éduquer l'individu. Et cette liaison entre des grands thèmes, des grands objectifs, des grandes finalités et des contenus particuliers qui, eux, sont évaluables, voilà une grande difficulté. Et cette difficulté, nous, on la prend parce que contrairement aux autres disciplines, nous ne sommes pas une discipline au sens... il y a une éducation scientifique à l'école, mais pour cette éducation scientifique, il y a plusieurs disciplines. Il y a la physique, il y a les mathématiques, il y a l'algèbre, il y a les sciences de la Terre. Pour une éducation aux humanités, il y a la philo, il y a le français, il y a les langues, il y a éventuellement des sciences de l'homme particulières, etc. Nous, c'est une éducation, comme il y a une éducation, on pourrait dire, musicale, comme artistique, où beaucoup d'arts vont collaborer. Nous, il y a une éducation sportive, une éducation physique et sportive, à plus forte raison, où on va mêler des tas de choses, des différents sports, différentes méthodes d'éducation physique, la gymnastique traditionnelle, les exercices, et tout ça, ce sont des disciplines à part. Entre elles, c'est pas une discipline au sens de quelque chose qui a une cohérence, qui a un objectif et une méthode. Et donc nous, on est face à une multiplicité de micro-disciplines qui collaborent pour une éducation physique et sportive. Comment faire un programme comme ça ? Alors, la caricature, je l'ai souvent dit, on a commencé à regarder un peu comment ça se passait à droite à gauche, on a vu qu'en Suisse, ils faisaient un programme par discipline, et ils avaient une encyclopédie de 32 ouvrages pour faire l'étude. Effectivement, je peux prendre n'importe quel ouvrage ici, et il y a un programme de handball sur toute une scolarité, un programme de volleyball, un programme de stretching, un programme de musculation, un programme de PPO, un programme... On peut découper tout au long d'une scolarité des apprentissages. Et alors nous, avec cette multiplicité, plusieurs problèmes. D'une part, on change de bouquin tous les six, à l'époque, toutes les 6 séances, on change. Alors on arrive, donc on a des apprentissages dans chacune des activités, dans chacune des disciplines propres à l'éducation physique, très peu d'apprentissage sur une année. Et donc il n'y a pas une continuité. Et donc du même coup, comment programmer ? Alors quoi ? On programme comme ça des choses émiettées, comme pour faire une éducation musicale, on fait de la musique, mais on change d'instrument toutes les 6 séances. Et bien total, en terminale, on ne joue pas d'instrument, on a fait de la musique. Mais en éducation physique, on nous dit l'éternel débutant, en terminale, ils ne savent rien faire. Et effectivement, si on change toutes les 6 séances d'une activité à une autre, ah oui, mais il y a des principes communs, il y a l'éducation physique derrière les apprentissages sportifs. Oui, mais très difficile à évaluer, cette espèce d'interdisciplinarité, d'usage comme ça, de sédimentation de ce qui peut être... C'est comme, effectivement, celui qui change d'instrument toutes les 6 séances, il fait tout le temps du solfège. Ben, nous, on fait toujours de la motricité. Mais alors, qu'est-ce qu'on évalue ? On évalue les apprentissages ou la motricité ? D'où des problèmes théoriques très compliqués. Est-ce qu'on évalue la vitesse, la force, la résistance qui sont développées au cours de toutes ces activités ? Ou est-ce qu'on a l'activité comme exemplaire de... Ensuite, chaque activité a une spécificité, on le sait bien. Il est évident que si je veux développer les capacités de résistance dans un but de santé ou d'endurance ou pour des problèmes cardiaques, de respiration, il est évident qu'entre la course et le lancer des fléchettes, il y a des choix à faire. Comme le faisaient d'ailleurs nos instructions préalables, où ce qui tenait lieu de programme, justement, c'était une organisation équilibrée des différentes activités, censées développer les différentes potentialités. Bon, ça en sortait comme ça. Et d'un seul coup, on nous dit, dites-le avec précision. Dites-le avec précision.
Donc, nous, on a pensé qu'il y avait là quasiment une impossibilité du fait de la spécificité de notre travail, puisqu'on se servait de beaucoup de choses pour travailler, en quelque sorte, les mêmes ressources constamment. On travaille toujours les mêmes ressources, mais dans des conditions différentes, avec des activités culturellement différentes. Et là où ça se compliquait, avec l'impossibilité d'avoir une sorte d'homogénéité nationale, dans le sens où les installations, les particularités locales, ceci et cela, ne permettaient pas d'avoir une sorte d'homogénéité en disant, ben finalement, si tout le monde fait un peu de ceci, un peu de cela, une bonne éducation physique, ce sont ceux qui auront progressé à la fois en sport co, en natation, en ceci, en cela, voilà, une sorte de moyenne, mais totalement irréaliste à organiser, y compris à organiser. Donc on était face à un problème qui nous paraissait irrésoluble. D'où notre réticence, et d'ailleurs on l'avait dit dans la commission verticale, ce qui peut tenir lieu de programme chez nous, ce sont des objectifs, le plus précis possible, mais sans tomber dans trop de détails, parce qu'on va tomber dans ce qu'on appelait après des aptitudes, des sous-aptitudes. On parlait d'aptitudes, on ne parlait pas de compétences au sens où on en parle aujourd'hui, mais ça revenait à ça, c'est-à-dire qu'on va détailler par le menu. Pour faire quelqu'un éduqué, c'est quoi? Alors on arrive des listes sans fin de sous-objectifs, de compétences. On dit aujourd'hui compétences, mais à l'époque on parlait d'aptitudes, et voilà. Bon. Donc on a eu ce problème-là. Cela dit, on nous a dit non, il faut faire un programme, c'est-à-dire qu'institutionnellement, et là, moi, j'avoue que longtemps après, ça m'a toujours préoccupé parce que personnellement, compte tenu de cette analyse que je fais de mal, là, de façon assez brouillonne, j'aurais dû dire, écoutez, moi, si vous voulez faire des programmes, faites-les, mais ça sera sans moi. Hein. Parce que ça me paraît pas du tout. Autant je comprenais que dans certaines disciplines, comme les mathématiques, il puisse y avoir une succession d'étapes à programmer pour arriver à se donner les moyens de raisonnement complexe et de résoudre un certain nombre de problèmes, autant je ne le voyais pas, compte tenu de la diversité des moyens de l'éducation physique et de la complexité d'une éducation globale de l'individu. Bon. Cela dit, j'ai cédé, sans doute peut-être par orgueil ou je ne sais trop quoi, je suis resté. Donc je me suis mis finalement sous la responsabilité, j'ai accepté la responsabilité de devoir écrire des programmes. Alors là, donc là, nous sommes à la fin des années 80. Oui. Donc là, c'est le début de la production progressive dans le cadre, là aussi, sans tomber dans le détail du Conseil national des programmes, le programme collège, puis après lycée, puis après on va encore avoir de nouveaux groupes techniques pour faire évoluer toutes ces choses-là en fonction des différents ministres qui vont se succéder jusqu'à la période récente, bien sûr. Mais donc la première chose qui a été surprenante, c'est que nous, pour rester justement sur notre stratégie plus, on fixe des finalités pour dire qu'on est bien à l'éducation nationale, qu'on est comme les autres. Ça, on a les mêmes finalités que les autres, la même perspective d'éducation sur le plan nature, culture, société. Ensuite, on a des objectifs particuliers, spécifiques, que d'autres n'ont pas, qu'on veut détailler sur le plan de le développement d'une motricité située au sein de nos sociétés. Bon. À cette époque-là, fin des années 80, début des années 90, tu n'es pas encore à l'inspection générale. Ah non, moi tu es toujours enseignant à l'UFR STAPS et tu fais ça en plus de... Ah oui, c'est totalement gratuit. Et je suis prof à l'université. Et ce sont là aussi, c'est des commissions qui ont lieu pratiquement qu'on se réunit tous les 15 jours, quoi, sous l'égide du ministère, à peu près tous les 15 jours. Donc là, premier truc, donc nous, on reste. Alors moi, j'avais fait un code dans le truc de la commission verticale. Et pour nous, ce qui tient lieu de programme, si vous voulez, des programmes, on était plutôt dans l'esprit instruction, comme les instructions de 67, qui étaient pour nous, qui ont été aussi, ce serait intéressant du point de vue de l'histoire de voir. De mon point de vue, en ce qui concerne l'organisation de l'éducation physique, on n'a pas dépassé
on n'a toujours pas dépassé, à mon point de vue, les instructions et les programmes, enfin ce qui est un livre de programme, la programmation de 67. On est resté sur cette base-là, même si ça a pris des formes très différentes, si on est tombé dans des modes ou des modèles explicatifs d'aujourd'hui. Mais pour moi, bon, c'est parenthèse. Il faudrait, d'ailleurs, j'ai fait des articles là-dessus, mais bon. Ben, donc, pour nous, le programme, c'était le résumé de chacun des chapitres. On avait fait un chapitre sur les finalités, un chapitre sur les objectifs, un chapitre sur les contenus variés pour développer l'ensemble des ressources susceptibles d'être considérées comme une éducation de l'individu, et on avait déployé un chapitre sur l'évaluation, et une évaluation qui, justement, nous, on pourrait dire, entre guillemets, plutôt que d'autres, où on avait très vite, on avait déjà identifié que l'évaluation de l'éducation physique ne pouvait pas s'en tenir simplement aux résultats, à la performance, comme on l'appelait et qu'on l'appelle toujours, c'est-à-dire le résultat brut des apprentissages, mais sur la qualité des apprentissages, sur la façon de faire, sur ce que certains pouvaient appeler la technique, mais qui pour nous était finalement le mode de construction de l'autonomie et de l'action de l'individu, c'est-à-dire ses capacités à agir et à agir face à l'environnement selon une méthodologie acquise au travers d'une multiplicité d'apprentissage. Donc on avait une visée justement au-delà des apprentissages propres et au-delà des performances qui peuvent être faites dans tel ou tel apprentissage, d'essayer de prendre en compte aussi quelque chose, disons, qui serait de l'ordre d'aujourd'hui, ce qu'on peut appeler l'interdisciplinarité, en tous les cas de l'ordre de ce qui pouvait être acquis au-delà même de l'exemple ou de la matière que l'on pouvait faire, c'est-à-dire les fondamentaux, les universaux, les grandes, ce qu'aujourd'hui on appelle les compétences, quoi. Donc déjà à ce moment-là, on était là-dessus. Bon, et là-dessus, évidemment, on s'est trouvé un peu à part par rapport aux autres disciplines. Et quand j'expliquais dans les commissions qui regroupaient les présidents de groupes disciplinaires, que j'expliquais que, par exemple, au saut en hauteur, quand on fait du saut en hauteur, on évalue certes la performance, mais qu'on essaie de tenir compte aussi de la façon dont l'individu saute, de la technique qu'il a acquise, de l'habileté, et non pas simplement de la performance, que quelqu'un qui saute moins haut que quelqu'un d'autre peut avoir des points en plus, être valorisé, et que c'est pas forcément celui qui saute le plus haut qui va avoir la meilleure note en éducation physique, que les petits peuvent être qui sont au départ dévalorisés par rapport, ou du moins par rapport à leurs ressources de taille, par rapport à tout, peuvent quand même avoir une note équivalente ou supérieure à quelqu'un qui saute plus haut qu'eux. On me regardait avec des yeux mais effarés. Je me souviens d'ailleurs d'un président de mathématiques, dont je ne sais pas le nom, qui me disait « Bravo, vous avez parfaitement raison ». Mais nous, les petits en mathématiques, on n'en tient pas compte. Ça ne veut pas dire que ça ne nous intéresse pas, mais on n'en tient pas compte. Ce qui n'est pas tout à fait juste, puisqu'il y avait aussi des groupes en mathématiques qui travaillaient sur ces thèmes aussi, les groupes de recherche en mathématiques travaillaient aussi sur des questions comme ça. Mais culturellement, c'était du même coup, évidemment, nos productions ne correspondaient pas totalement aux habitudes et au mode habituel de trucs. Donc on était toujours un peu incompris, entre guillemets. Incompris. Et parfois, on était aussi perçus, et on continue à être perçus comme des gens qui allaient au-delà de ce qui leur paraissait légitime, voire même un peu voire même donneur de leçons. Oh, l'éducation physique, comme si on allait expliquer aux autres ce qu'il fallait faire, parce qu'on arrivait à des choses beaucoup plus compliquées, semble-t-il, de notre point de vue ambitieuse, mais on n'attendait pas de l'éducation physique qu'on rénove l'enseignement, la pédagogie, alors que d'une certaine façon, on était un petit peu, je dois le dire, un peu en avance sur ce problème de compétences plus que de performance. Voilà. Et alors, bon, là-dessus, tas de phénomènes.
justement, où on est pris aussi dans c'était notamment à l'époque de Chevènement, là, tout à fait au début des premiers programmes. Il faut que ça soit simple, il faut que les parents puissent comprendre, etc. Tout ce que tu me paraît une chose tout à fait légitime. Donc, il faut que vos programmes soient 6-7 pages maximum. Alors que nous, on avait développé un programme qui faisait déjà une douzaine ou une quinzaine de pages. Et du même coup, pour des raisons institutionnelles, on nous a, ce sont des techniciens qui ont écrit les programmes. On a redonné, après là aussi, on a redonné de l'importance à l'inspection générale. On leur a dit, c'est à vous de le faire, c'est pas aux commissions. Les commissions font des propositions et puis c'est à l'institution de rédiger. Et comme ça, le premier programme du collège a été rédigé par mes collègues, mes futurs collègues de l'éducation nationale, que je connaissais bien, derrière Pinot, etc. Et on rédigeait un programme qui était de très loin en rapport avec ce qu'on est. Mais parce qu'il y avait une volonté de réduire, de comprimer, etc. Alors là, je vous passe des détails, il y a des choses mais même rocambolesques, où il y avait même quand on sait ça, évidemment, on prend un peu peur par rapport à ce qu'on pourrait considérer comme le sérieux des institutions, mais il peut y avoir des erreurs. Une fois, une secrétaire s'était trompée dans un libellé, et on avait abouti à proposer le contraire de ce qu'on avait voulu, quoi. Bon, il a fallu corriger ça au dernier moment, au moment où, quand on choisit au Conseil d'éducation nationale, quand il y a un vote des représentants professionnels et syndicaux. Bon, voilà, des choses qui sont des anecdotes, mais qui rappellent bien la difficulté de ce jeu entre des propositions dites d'experts qui sont élaborées avec difficulté par rapport à des problèmes compliqués, et puis une logique institutionnelle où il faut sortir un texte, il faut qu'il soit de cette façon-là, plutôt là, harmonisé avec les autres. Donc voilà, véritablement des difficultés. Fin des années 80, il y a donc une réflexion qui est menée et qui est élargie à l'ensemble de la profession, puisqu'il y a eu des groupes qui sont mis, enfin dans les académies, je me souviens, fin des années 80. Alors ça, c'est beaucoup plus tard. Voilà. C'est la deuxième vague des grands problèmes. Et alors, c'est pour enchaîner justement sur un petit peu la suite. Du côté institutionnel, donc toi participant, aboutissant à donc le fameux schéma directeur, qui a été voilà. Et je termine ma question parce que pour englober la réflexion, qui débouche sur finalement une difficulté, un conflit, une opposition avec notamment le SNEP, mais une partie, voilà. Et donc il y a un moment de tension à cette période-là. Bon, les historiens en ont beaucoup parlé. Oui. Toi, quel est ton... Alors là, ce qui s'est passé, c'est que là aussi, évolution des services du ministère, autres ministres, etc. Donc, autant, comme je l'ai dit, le début des années 80, il y a une volonté politique on va dire bref, parce que c'est plus compliqué que ça, de mettre sous la touche l'inspection générale et de donner, en quelque sorte, l'élaboration des programmes à des commissions. Commissions dites d'experts. On pourra parler aussi du problème de ce que c'est qu'un expert. Dans cette phase que tu vois, passé les années 80, plutôt dans la phase des années 90, changement de ton, parce que cohabitation, etc., entre-temps et tout là, on redonne le pouvoir, entre guillemets, à l'inspection générale. Donc, l'inspection générale, elle, nous, dans notre discipline, moi j'ai toujours eu de bons rapports aussi bien avec les uns et les autres, je pense, à cette époque-là, et notamment avec l'inspection générale. On pouvait discuter, mais il n'y avait pas tout à fait la même logique. Il n'y avait pas la même. C'est toujours pareil. À partir du moment où vous faites un travail, il peut y avoir des points d'accord, mais il peut y avoir aussi des stratégies différentes, des représentations différentes. C'est naturel, c'est par rapport à des choses comme ça. Et puis il y a des enjeux institutionnels, évidemment, de pouvoir, peut-être aussi, qui viennent se greffer là-dessus. Donc voilà. Donc à ce moment-là, mais je reste quand même présidente. Alors au lieu d'être une commission où un président il sous sa responsabilité, là on était bifide, c'est-à-dire il y avait deux présidents, un président. Donc nécessité de collaboration.
Ou on fait le clash, on dit bon, moi on n'est pas d'accord, et on sait, et dans certaines disciplines, ça a parfois été violent, que ce soit justement dans des disciplines complexes, comme l'histoire, comme la philosophie, ça n'a pas été le tout repos. Nous, on a fait preuve de meilleure volonté possible. Alors certains diront, compromission, bon, toujours est-il que moi j'ai accepté, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est l'inspection reprenant de son point, donc Pinault fait travailler sur le terrain, lui ses experts, c'est les hyper. Il fait travailler les hyper avec ses propres les enseignants, etc. Et il fait remonter des propositions allant dans le sens de ce que lui, immédiatement, imagine, que pour moi est une usine à gaz, complexe, mais bon, voilà, et je signe avec lui ça. Bon. Je le signe pour que face à l'administration, on ne soit pas à dérive. Mais personnellement, je suis assez réticent parce que je trouve que c'est bien compliqué, quoi. C'est très compliqué, mais bon. D'autre côté, d'autres pouvaient trouver aussi que moi, ce que je proposais est aussi compliqué. Bon. Donc ça, c'est une phase un peu délicate. Et c'est là que se pose la question de comment arriver à réduire cette complexité que nous avons de multiples apprentissages, et que pour trouver ce que nous, on considère à ce moment-là dans le groupe de travail où l'inspection générale est présente, c'est là où on arrive à la notion de domaine. C'est là où c'est par regroupement de concrétiser des objectifs qui sont en rapport, qui ne sont pas les finalités, les grandes finalités, et qui ne soient pas la multiplicité des contenus que l'on n'arrive pas à déterminer, puisque dans une phase préalable, on avait fait des documents d'accompagnement, ce qu'il y a à faire pour faire, et à la limite, on s'est aperçu que c'était sans fin, et que s'il y avait un côté dérisoire à dire aux enseignants ce qu'il y avait à faire pour faire, etc., parce que ça supposait finalement de définir à l'avance, et pour eux et à leur place, ce qu'ils devaient faire par le menu, au début, au milieu, à la fin de la séance, dans chaque activité et dans chaque cycle. Et que ce travail très, très, très formel de définir ce qui pourrait être un idéal, etc., ne pouvait être fait par personne, et c'est là où, si tu veux, je fais une petite parenthèse, c'est là que j'aborde un peu la question qui va nous poser des problèmes jusqu'au bout, du moins moi jusqu'au bout, de comment réduire cette complexité, comment ne pas arriver à multiplier des tableaux, etc., qui aboutissent à des programmes de 100, 120 pages. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, on en était là, où pour donner des exemples, que ce soit des documents d'accompagnement ou pas, on finissait pas, pour une activité, pour un niveau de classe, à avoir 3 fiches. Ouais, par activité, et pour toutes les activités. Et quand je faisais travailler des experts, je leur disais, je veux des choses simples, ils changeaient la police pour en mettre un peu plus. Quand j'ai dit, je veux une page, au lieu d'être une page en police 12, on me faisait une police 8. Donc alors, bon, avec l'idée de dire, mais à ce moment-là, comment ça peut fonctionner? Parce qu'un enseignant, et moi le premier responsable, j'étais incapable de dire de mémoire ce qu'il y avait dans les programmes sans les lire, et comment des enfants ou des parents peuvent y accéder. Donc c'était quelque chose qui nous paraissait devenir totalement formel, et pas du tout susceptible de provoquer des transformations, d'amélioration des pratiques, voire de les encadrer. Tout au plus, ça pouvait permettre, dans les structures de formation, de réfléchir à ce qu'il est possible de faire, comme les experts disent, ceci ou cela. Avec, en plus, le syndrome de l'expert, ce que j'ai appelé le syndrome de l'expert, c'est que, curieusement, alors que quand on faisait ce travail d'élaboration pour dire, finalement, qu'est-ce qu'il y a de mieux à faire lorsque l'on aborde telle ou telle activité, tel ou tel apprentissage, pour développer quoi, telle ou telle compétence, difficulté de définir les compétences, avec tous les bouquins théoriques sur les compétences, les multiplicités d'appellations, les problèmes théoriques, qu'est-ce que c'est qu'une compétence par rapport à une aptitude, par rapport à une ressource, donc difficulté déjà, mais quand on faisait rappel, et moi, dans mon groupe, il n'y avait que des profs de bahut, des profs de collège, etc. Il y avait très peu, finalement, de gens qui avaient quelques inspecteurs. Mais bon, il n'y avait pas de théoriciens particuliers.
Bien sûr que lorsque sortait quelque chose, immédiatement j'ai dit mais c'est pas possible, c'est pas des hommes de terrain qui ont pu faire ça, ci ou cela, donc c'est pas des praticiens, c'est encore, c'est des théoriciens, non, un expert. Moi j'avais des trucs qui étaient formidables, mais c'est anecdotique, mais c'est ce dont je me souviens et qui pose problème, parce que, et comment résoudre cette question-là. On faisait venir effectivement des gens qui étaient entre guillemets experts. Qu'est-ce que c'est qu'un expert? Spontanément, c'est celui qui, dans sa profession, dans son groupe, est reconnu comme efficace. Hein, sinon, on ne peut pas dire, bon, sinon, c'est encore un autre problème, l'expertise, c'est-à-dire le bon enseignant, évalué par l'inspecteur, c'est l'expert, mais bon, aussi. Alors, quand on cherchait un expert, les inspecteurs nous disaient, ah ben celui-là, il est très bien, etc. Mais grosso modo, l'expert, c'était d'abord, et c'est celui qui, par ses pairs, est reconnu comme tel. Et donc, on a fait venir, bon, je ne vais pas citer de nom, c'était parfois des anciens étudiants, donc, bon. Et le gars, il venait avec son expérience. 2 praticiens. Mais un praticien, ça ne théorise pas, ça formalise pas, c'est pas son habitude. Et c'est très compliqué de traduire le tour de main de l'ouvrier dans un bouquin de technologie. C'est très difficile de dire exactement ce que je fais sur le terrain. Et alors, l'expert, ce qu'il a de particulier, c'est que il n'arrive pas bien à dire comment il fait, parce qu'il ne se voit pas, et qu'il il dit ce qu'il croit faire. Ce qu'il croit faire. Formellement. Bon. Et ce qu'il croit faire, après, est-ce qu'il suffit de le dire pour le faire faire aux autres? Problème de formation. Mais en plus, comme ce sont des gens qui sont très sérieux, très passionnés, non seulement ils ne disent pas ce qu'ils font, mais ils disent ce qu'ils souhaiteraient pouvoir faire. Et donc, ils nous font des magnifiques tableaux. J'en ai gardé des traces, je ne l'ai plus. Mais c'est d'une intelligence rare. Ils s'attaquent à la complexité des apprentissages, ils ont des modèles, ils sont influencés par des trucs, et ils arrivent à concevoir des choses, mais rien en rapport avec ce qu'ils font. C'est le mieux qu'ils pensent qu'ils doivent faire. Donc finalement, on finissait par publier des choses qu'ils n'ont jamais fait et que personne jamais pourra ne faire. Je caricature. Mais il y a beaucoup de ça, dans cette espèce de formalisation, de théorisation d'une pratique. Autant sur le terrain, je vois quelqu'un fonctionner, et ça, alors après on pourrait parler, justement, alors qu'est-ce que c'est qu'une véritable expertise? Ça c'est le problème de l'inspecteur, on en parlera éventuellement si tu veux, mais le problème de mettre par écrit ce qu'il faut faire, c'est pour ça que du même coup, moi j'étais beaucoup plus centré, et ça je n'ai jamais réussi à le faire comprendre, en disant il faut pas jouer ce jeu-là. Il faut aller à des choses extrêmement simples, quitte à ce qu'on nous dise. Alors, parce que quand on essayait, ou quand je forçais la chose, pour aboutir à des choses extrêmement simples, du type, l'évaluation, c'est 5 niveaux. Débutant, débrouillé, confirmé, avec 2-3 petites, pas plus. Bon, mais ça, on a toujours fait ça, mais si c'est ça, alors c'est tellement simple que ça ne mérite pas. Mais entre dire ça, et puis aboutir à une fiche où il faut 3 ordinateurs pour pouvoir évaluer un élève en 2 heures de temps alors qu'il a fait 3 heures de pratique, on voit le truc. Moi, en tant qu'inspecteur, j'ai vu des fiches, mais je veux dire, si j'ai pas 3 assistants, je peux pas les remplir. Et des fiches données aux élèves, avec des crayons pour les remplir eux-mêmes. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut pas dire que les gens sont idiots. Ça veut dire que les gens sont face à une complexité et qu'ils veulent aller à la complexité. Et qu'ils n'acceptent pas une simplification qui fait échapper justement à ça. Alors donc là, bon, voilà, donc là aussi, beaucoup de difficultés non résolues. Mais bon, voilà. Donc dans la suite de ça, si on passe un petit peu les étapes, avec les moments de tension ou de conflit avec le SNEP à ce moment-là, on aboutit au programme de 96. Programme de 96 qui, d'une certaine manière, par rapport même aux questions que tu soulèves, sont une forme de compromis. Parce qu'ils ne sont pas très longs, finalement, quand on les relit. Ils annoncent un certain nombre de choses, et derrière, il y a les documents d'accompagnement qui, eux, sont plus précis, activité par activité, et cette logique-là, elle va jusque fin des années 90, puisqu'il y a les programmes 6e, puis le cycle central, et les programmes 3e.
Donc là, finalement, par rapport à ce que toi, tu avais en tête, voilà, est-ce qu'on est sur quelque chose qui était, à un moment donné, acceptable du point de vue du rapport entre la simplicité et la complexité, ou, bon, est-ce qu'il y avait moyen de faire différemment à cette époque-là? Voilà, je pense que là, bon, ben, finalement, comme toujours, la résultante a été celle-là. Elle n'était pas sotte, bon. Alors après, on peut regretter selon les stratégies des uns et des autres, selon les représentations des uns et des autres, mais on ne peut pas savoir ce qui se serait passé si c'était autrement. Donc c'est un problème aussi, c'est le problème de l'histoire et des institutions. Je pense que ça n'a pas été négatif. En tout cas, ça a été le résultat de ce travail qui a tenu compte de certains problèmes, et peut-être pas très bien résolus, mais voilà, bon, on est arrivé à ça. Alors, par contre, là, j'ai aussi une remarque. C'est-à-dire que, du même coup, bon, on a ça. Et finalement, on n'a jamais vérifié correctement les effets de ça. Mais ça ne nous est pas propre, c'est propre à toute l'institution. C'est-à-dire que, finalement, on fait ça, mais on ne sait pas du tout quels sont les effets. Alors, bon, moi, alors après, là, c'est mon versant après, plus tard, quand je suis devenu inspecteur, que je me suis promené, en quelque sorte, j'ai pu observer, puisque c'est essentiellement une fonction un petit peu contemplative. Je me suis aperçu qu'il y a qu'il y a une sorte de, comment dire, même pas je ne veux pas dire de supercherie, mais je crois que les programmes ne sont pas totalement, par rapport à ce que je disais précédemment, la façon dont c'est élaboré, les consensus qu'il faut arriver, les approximations, la difficulté à. Donc ça n'est pas tout à fait le miroir de ce qu'est l'éducation physique à un moment donné, hein, ou alors elle est trop ambitieuse, elle est bien au-delà de ce que font les gens. Et d'un autre côté, elle n'est pas. J'ai trouvé qu'elle n'était pas très, comment dire, elle ne permettait pas d'être très active et de transformer les pratiques. Ce que j'ai toujours vu, mais aussi il faudrait détailler, etc., c'est qu'un enseignant, et en particulier les enseignants les plus compétents, dans le sens de ceux qui font vraiment travailler, apprendre les élèves avec plaisir, c'était pas les programmes qui présidaient à leur stratégie. Ils étaient en charge d'apprentissage, supposés développer un certain nombre de choses qui sont dans le cadre de l'éducation, Ils font les apprentissages du mieux possible en fonction de leur personnalité, de leurs moyens, et ils sont très différents de nôtres. On peut être expert en prenant des chemins tout à fait différents. J'ai vu des gens travailler de façon très différente, mais je les ai considérés comme aussi efficaces, c'est-à-dire aboutissant à l'objectif de l'éducation dont ils étaient en charge. Mais quand ils me proposaient, quand je leur demandais leur préparation, ou que je regardais simplement ce qu'ils faisaient, ce n'était qu'après coup. On dit, ça, quand je fais ça, je respecte le programme. Mais ils n'ont pas fait ça pour respecter le programme. Ce n'est pas les programmes qui leur a fait faire ça. C'est leur stratégie la plus efficace possible. Ils tiennent compte de leurs moyens, de leurs ressources, de la qualité de leurs élèves. Ils trouvent une cohérence entre les objectifs qu'ils ont et les moyens et le public qu'ils ont. Et par rapport à ça, ils y arrivent à faire apprendre quelque chose qui est supposé Bon, voilà. Et après, on trouve toujours que ça correspond au programme. Mais ce n'est pas le programme qui pilote. Par contre, le programme, alors on peut dire à quoi c'est. Par contre, malgré tout, le programme, parce qu'il fixe, etc., d'une certaine façon, il induit ce qu'il y a à observer, puisque c'est ça qui est à faire, donc le problème de l'évaluation. Donc c'est le problème de l'évaluation qui pilote ce qu'il y a à faire. Parce que mon collègue le collègue dont je te parlais tout à l'heure, il fait ça, mais il faut, institutionnellement, à la fin, il faut qu'il donne une note. Or, la façon dont on lui demande de donner une note va conditionner son apprentissage. Si on lui demande d'évaluer que la performance, son contenu, du même coup, il rentre dans un sens de l'efficacité à tout prix, entre guillemets, ou la plus rapidement possible. Si on lui demande d'évaluer des compétences autres que simplement
qui sont supposés jouer sur la compétence, mais pas uniquement sur la compétence de la performance, mais sur d'autres choses. Si on lui demande d'évaluer la participation à un truc, la réflexion ou la participation à l'évaluation, il aura des contenus forcément autres. Donc le système d'évaluation, qui bien sûr est supposé être en liaison avec les programmes, eux déterminent les pratiques, plus que les programmes eux-mêmes. D'autant que souvent, alors là aussi, les programmes, les textes sur l'évaluation n'ont pas toujours été faits par les mêmes équipes qui faisaient les programmes. D'où, là aussi, encore une difficulté. Et toi, est-ce que tu as bougé par rapport, enfin, au cours de toutes tes réflexions sur un problème qui continue à exister en éducation physique entre ceux qui disent qu'on étudie ou qu'on enseigne des objets de culture en EPS, et puis d'autres qui disent mais non, c'est ce qu'on enseigne, c'est des grandes capacités ou des grandes compétences. Voilà, mais c'est parce que c'est justement, on revient à notre problème initial, c'est parce que c'est les deux. Parce que tu vois, bon, je disais très rapidement, nature, culture, société. Il est évident que il faut maintenir, on est, de par notre constitution, de par les aspects génétiques, on est équipé d'un certain nombre de potentialités, qu'on appelle aptitudes, tout ce qu'on en voudra, qui vont nous permettre d'agir. Bon, il faut bien les développer. Bon, on peut les développer en tant que tel, on va tomber dans une éducation physique formelle, à partir d'exercices, comme on l'a connu au siècle dernier. Bon, alors on travaille les fonctions, c'est-à-dire la fonction respiratoire, la fonction cardiaque, on travaille la musculature, la force, l'endurance, la résistance, etc. On peut faire une éducation motrice au sens de développer la nature de l'individu qui est nécessaire, parce qu'il a une nature, il faut la maintenir, sinon l'immobilité c'est la mort. Donc on peut la développer pour elle-même. Mais après, mais c'est fait pour faire des choses, pour faire une activité professionnelle, sportive ou autre, une activité humaine. Mais alors donc, pour pouvoir faire telle ou telle activité, il me faut avoir développé. Plus je développe ces ressources, plus je vais pouvoir, en tant qu'outil, les utiliser. Mais lorsque je pratique, c'est aussi on développe ses propres ressources. C'est-à-dire qu'en faisant, j'apprends aussi en faisant. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, et pas uniquement en se préparant à être forgeron. Donc, lorsque je fais une activité, je développe mes ressources. Pas toutes les ressources, parce que chaque activité développe plus ou moins telle ou telle ressource. Alors on peut partir de l'un ou de l'autre, et on peut s'y retrouver. Mais c'est vrai qu'on a toujours fait ça, y compris empiriquement et spontanément. Souvent dans une activité, ça n'est pas bon. On ne va pas apprendre le saut en hauteur uniquement en faisant des séances de vitesse, puis des séances d'impulsion, puis des séances d'esquive, et puis des séances de réception. Bon. Mais alors on va faire ce qu'on appelait autrefois l'analytique par rapport au global. Mais on a toujours fait du global et de l'analytique. On va partir, ne serait-ce que pour une question de motivation, plutôt que de dire « fais ça, ça te servira plus tard », on fait directement, on regarde ce qu'on veut faire, on veut faire du saut en hauteur, on essaye de le faire en saut en hauteur, on s'aperçoit qu'on a la difficulté, qu'on n'a pas ceci ou que cela, que tel élève n'a pas assez de détente, et on dit « stop, tu vas me faire des exercices de détente ». On passe de l'un à l'autre. Ce n'est pas qu'en faisant l'activité que, de temps en temps, on sort et on a une tradition de l'exercice. À un moment donné, on dit stop. Donc, ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux. Sauf que, traditionnellement, on avait des méthodes. C'est-à-dire que certains préféraient partir d'une sorte de construction, on pourrait dire un peu justement, ce qu'on appelait l'analytique, une sorte de discours de la méthode, à la Descartes. Je construis à partir de trucs, où j'ai analysé qu'il me fallait faire telle chose, et on le voit d'ailleurs aujourd'hui, y compris au sport de plus haut niveau. Les entraînements, il y a des séances à thème, il y a la préparation physique, on ne fait pas simplement l'activité pour l'activité. Et de notre côté, si on ne fait pas l'activité, si on attend d'être préparé pour faire l'activité, on ne la fait jamais. Bon, voilà. Ensuite, il y a une troisième voie pour entrer. Et ces trois voies, pour moi, sont indissociables. On ne peut pas prendre l'une plutôt que l'autre. Si on fait ça, c'est qu'il y a aussi un autre, c'est l'utilité sociale. Si on fait ça dans un objectif de santé, un objectif d'utilité sociale, pour être plus fort, plus utile à la société, ou plus utile à soi-même,
ça va aussi jouer, c'est une façon d'entrer. On peut rentrer par cette truc-là, on peut rentrer par cette voie, par la signification sociale qu'a l'activité. Ça nous fera des choses différentes. Et à l'époque, on avait ces trois tendances étaient représentées comme méthode. Il y avait ce qu'on appelait Créteil, qui était centré, parce qu'ils avaient des enfants peut-être un peu plus difficiles que d'autres, ils étaient centrés sur la signification, sur la motivation, sur la signification sociale. C'est-à-dire qu'ils choisissaient leur activité non pas forcément en fonction des ressources physiques que ça développait, la nature de l'individu, pas forcément dans l'aspect culturel au sens d'une culture contemporaine. Ils rentraient par la motivation, par le besoin d'énergie, le besoin de ceci, le besoin de cela, tel que défini. Et à la limite, ils inventaient des pratiques non culturelles d'aujourd'hui. On pouvait rentrer par la relaxation, ou par le kung-fu, je ne sais trop quoi, ou par le sport de combat, mais pas le sport de combat en tant que sport de défense, pas forcément en tant que sport codifié. Voilà. Donc il y a eu souvent, ça m'a souvent aussi posé problème, parce que quand on dit ça sur le papier, les trois sont valables, ça n'est pas très commode pour organiser les pratiques, parce qu'il y a des préférences. On ne peut pas faire les trois à la fois. Donc, dans ma pratique quotidienne, je préfère rentrer par l'un ou par l'autre. C'est là où je dis que la culture et les ressources de l'enseignant sont parfois déterminantes. Moi, j'ai vu les enseignants qui avaient cette espèce de truc analytique, qui partaient pour les exercices, qui commençaient toujours leur séance par des exercices, par des mobilisations de certains, et puis qu'après, qui allaient vers l'application. Bon. Puis il y en a d'autres qui rentraient au contraire par le problème, poser le problème, le côté qu'est-ce que tu veux faire, bon, et qui rentraient par le global, on pourrait dire, et qui se confrontaient. Et c'est parce qu'ils se confrontaient à ça qu'après ils sortaient éventuellement. Quel est le meilleur des deux? Le problème, c'est le meilleur des deux, c'était que celui qui croit à ce qu'il fait, le second dont je viens de parler, si je l'oblige à faire comme le premier, il n'est pas bon. Et inversement. Et là, on en revient à ce que je disais, qu'est-ce que c'est qu'un expert? Un expert, c'est celui qui est cohérent entre ses moyens et les objectifs qu'il poursuit. Et il y en a qui préfèrent rentrer par le truc que d'autres. Et alors c'est pour ça que ces querelles d'école, bien souvent disant, sans remonter à la grande querelle, le Bush, Méran, etc., hein, a persisté, à mon avis, longtemps, et continue souvent dans les centres de formation, à persister. Mais ce sont des différences académiques. Quand j'écris, je suis bien obligé de commencer par quelque chose. Alors je vais mettre grand 1 exercice, grand 2 truc. Tu es naturaliste. Ah bon, je suis naturaliste. Bon. L'autre, je rentre par la... tu es un culturaliste. Oui, ben, si on veut. si on veut. Et là aussi, tu vois, on disait tension entre des contraires. Tout à l'heure, on parlait de la tension, en aparté, on parlait de ces problèmes dialectiques, de tension qui ne sont pas... de ces différences qui sont très... Il y a des différences qui sont à prendre en compte et il faut agir avec. Mais il n'y a pas une solution, on pourrait dire... une solution moyenne. Il ne s'agit pas c'est pas thèse, antithèse, synthèse, quoi. Je veux dire, c'est de savoir qu'il y a les deux et de jouer avec les deux, et de tenir compte des deux. Et là, en plus, c'est même pas deux, c'est trois. Alors, voilà, c'est